Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 23h. Le point d'orgue, ce sera à 21h. Le match entre le Stade Toulousain et La Rochelle depuis le Stadium. On vivra ça bien sûr en direct, en intégralité, tout comme on a vécu le multiplex de cette 24e journée. On va revenir dans un instant sur les 4 matchs importants et la victoire notamment de Perpignan face à Brive en vue du maintien. On parlera également de Basketland qui a remporté la Coupe de France, une victoire confirmée cette semaine contre Charleville-Mézières. On va en parler aussi avec sa présidente qui sera avec nous en direct. Bref, vous êtes avec nous dans le MAG Sud Radio et on est très content de vous accueillir. Bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et également interagir avec nous sur le hashtag Sud Radio Rugby, hashtag SR. Alexandre Priam est avec nous bien sûr. Oui. Olivier Magne nous a rejoint. Olivier, vous avez suivi ce multi. On va peut-être rappeler les résultats pour les auditeurs qui nous rejoignent sur l'antenne, parce que c'est vrai que parfois on peut aussi ne pas écouter Sud Radio. Ça peut arriver, Alexandre, comme ça un petit quart d'heure et puis clac, on manque le résultat final. Voilà, les rappels des résultats. On vous félicite pas. Ah ouais. Les résultats finaux de cette 24e journée, des 5 premiers matchs qui avaient commencé tôt dans l'après-midi vers 15h avec Lyon-Montpellier. Lyon qui s'est imposé avec le bonus offensif face au Montpellierin 43-20. Bonus offensif aussi pour Castres à Biarritz, 48-13. Bonus offensif aussi à l'extérieur pour le Racing sur la pelouse de Pau, 42-21. Et puis succès non bonifié de Perpignan, 27-10 face à Brive, et de Clermont face au Stade Français Paris. Au classement, Montpellier leader devant Bordeaux, Castres, le Racing, Lyon et La Rochelle. La Rochelle 6e, le Stade Toulousain 7e. Le match aura lieu ce soir, 62 et 58 points. Le Stade Français et la section paloise sont maintenus. Le CA Brive n'a plus que 3 points d'avance sur le barragiste Perpignan. Biarritz est relégué en Pro D2. Ouais, bonne opération pour Perpignan, on va y revenir avec Olivier Magne dans un instant. Mais c'est vrai que cette course au maintien est complètement relancée, notamment côté briviste. Olivier Magne, c'est vrai qu'il reste 2 journées et quand on voit l'agenda ou le calendrier de Brive qui va recevoir Toulouse et se déplacer au Stade Français, que doit-on penser ce soir avec une avance de +3 pour les brivistes? Votre ancien club, on le rappelle, Olivier Magne. Ouais, que c'est bonsoir à tous d'abord. Évidemment, c'est une situation un peu compliquée dans laquelle s'est engagé le CA Brive. Et c'est vrai que avec le calendrier, François, que tu as donné, il est évident que les Toulousains, c'est le prochain adversaire des brivistes, mais les brivistes vont se retrouver dans une situation inconfortable qu'il va falloir gérer au mieux. Alors, on connaît les ressources de cette équipe et qu'elle est capable, évidemment, dans l'adversité, de retrouver d'aller chercher la victoire même face aux plus grandes équipes. Quoi qu'il en soit, ça va être une bataille à distance entre Perpignan et Brive. Donc c'est dommage pour Perpignan, évidemment, qui avait l'ambition ce soir d'aller chercher le bonus offensif, de ne pas l'avoir fait, pour peut-être avoir un petit peu plus de confort pour la suite. Mais c'est une bataille évidemment qui va être très intéressante à suivre sur les 2 prochaines journées. On va aller voir du côté de Brive comment ce résultat est accueilli par Rémi Brazon qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Rémi Brazon d'allerbrive.com. Bonsoir Rémi. Bonsoir François, bonsoir à tout le monde. Alors, les brivistes qui s'inclinent à Perpignan, d'abord votre première réaction, vous en tant que rédacteur en chef d'allerbrive.com? Très déçu parce que c'est vrai qu'on misait beaucoup sur ce match. La grosse équipe était envoyée, les supporters avaient fait en nombre le déplacement, donc on espérait vraiment que enfin le syndrome à l'extérieur allait être vaincu, mais malheureusement on le voit à la tête des joueurs, du staff à la fin du match, la tête basse, et on peut se poser des questions sur les 2 derniers matchs qui arrivent, quoi. Alexandre Priam, petite question à Rémi Brazon, rédacteur en chef d'allerbrive.com. Qu'est-ce qui se passe du côté de Brive? Comment expliquer la déroute un petit peu quand même de la semaine dernière face à Lyon et le match d'aujourd'hui qui finalement ne se joue à rien, de concéder un bonus offensif aux Perpignanais? Comment expliquer que cette équipe de Brive qui a toujours brillé par le combat et par la conquête est battue sur ces points-là?
Si on avait la réponse, je pense qu'on serait riche. Non, sincèrement, la semaine dernière, c'est bizarre ce qui s'est passé. Comme si, je sais pas, comme si des fois il s'était fait le match 30 fois avant, en gros dans la tête, quoi. Là, je pense que c'est surtout dans la tête que ça se joue, quoi. Et peut-être de pas s'être rendu compte qu'il était vraiment en danger, comme l'a dit Guillaume Galtier à la fin, quoi. Peut-être que les 7 points d'avance ont mis une certaine forme de sécurité. Un confort. Ouais, voilà, c'est ce qu'il disait, et que maintenant, va falloir gagner des matchs. Et puis maintenant, il n'y a plus le choix, quoi. Donc peut-être que, en espérant que ce soit pas trop tard, mais est-ce que c'est maintenant qu'ils se rendent compte que maintenant on est le bord de la falaise est là et il va falloir éviter toute catastrophe, parce que faut pas oublier que le match de barrage il va aussi se jouer à l'extérieur. Ouais. Et je vois pas cette équipe aller faire quelque chose à Bayonne ou à Oyonnax ou à Mont-de-Marsan. Rémi Brazon, le problème de Brive, c'est pas toujours, on va dire, c'est pas la qualité du jeu, parce qu'on voit quand même qu'ils sont capables de produire, mais c'est surtout son incapacité à faire un résultat à l'extérieur cette saison. Il y a quoi ? Il y a un complexe du déplacement. Qu'est-ce qui se passe cette saison côté briviste ? Ça fait donc depuis janvier dernier, janvier 2021, qu'ils n'ont plus gagné à l'extérieur. Alors c'est vrai que pas traditionnellement, mais on a déjà vu des équipes, on va dire, bien remodelées à l'extérieur. Donc, mais là, on pouvait pas envoyer meilleure équipe à l'extérieur, quoi. C'était, on va dire, entre guillemets, l'équipe type, quoi. L'équipe, si on peut dire, à domicile, quoi. Et je sais pas, dès que ça commence à plus aller dans le sens, il y a plus rien. Et la marée que tu prends en début de deuxième période. Encore heureux que tu prennes pas un autre essai, parce que là ça peut vite partir dans les nuages. 3 points de retard, donc. Est-ce à dire... Oui, vas-y, Olivier Magne. Oui, pardon. Est-ce à dire que cette équipe briviste, elle manque peut-être un peu d'ambition, à la fois dans le discours et sur le terrain, parce qu'elle a les moyens quand même de bien jouer, et on s'aperçoit qu'elle pratique par moments, et notamment à l'extérieur, un rugby un petit peu restrictif. Est-ce que c'est un manque d'ambition de la part de cette équipe ? Alors là, je pense que Olivier, tu as été entraîneur et entraîneur de Brive. Je pense que tu es beaucoup mieux placé que moi pour savoir comment ça se passe à l'intérieur d'un groupe. Non, vous avez raison, Rémi, il faut lui renvoyer la question. Oui, on va lui renvoyer la question. La question, elle était... Non, mais ma question, elle était simple, en fait. C'est de savoir si dans le discours, il y avait... je suis pas tous les jours, évidemment, le CA Brive. Je regarde pas tout ce qui se dit, tout ce qui se fait sur le CA Brive tous les jours. Mais est-ce qu'il y a peut-être un manque d'ambition dans le discours ? Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que, à force de se dire que peut-être on n'est pas à même de rivaliser avec les plus gros, finalement on finit par s'en convaincre dans le discours, c'est pas ça, non ? Après il y a aussi le discours qu'il y a à Brive depuis plusieurs saisons, de se dire en gros on mise tout sur les matchs à domicile. En gros il faut rester le plus longtemps possible invaincu à domicile. Donc peut-être est-ce que ça rentre pas dans la tête des joueurs et de tout le monde finalement, de se dire on assure notre maintien à domicile, et puis à l'extérieur, on verra bien ce qui va se passer, quoi. Est-ce que finalement ce discours de se dire on mise tout à domicile, ça ne t'empêche pas finalement d'aller faire des coups à l'extérieur, comme même Perpignan, on les a vus sur certains matchs, ne pas lâcher à l'extérieur, quoi. Ouais. Tu perdais, mais pas de beaucoup, quoi. Mais là, Rémi, vous répondez à la question d'Olivier. Et c'est vrai qu'il y a peut-être effectivement ce discours qui infuse, où on est un discours un peu, entre guillemets, restrictif. Mais moi c'est la sensation que j'ai en les voyant jouer, parce que comme Olivier, je ne vois pas tous les matchs de Brive, je ne les regarde pas tous, mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont capables de produire, et que souvent ils ferment un peu la porte, alors qu'ils pourraient faire beaucoup mieux. Derrière, ça joue pas mal quand même, il y a des qualités, et on a l'impression que ça joue c'est un peu joué au début aujourd'hui, et puis après ça s'est un peu étouffé. Bon, il y avait un adversaire vraiment de qualité aujourd'hui, mais quand même on attend peut-être un peu plus, on est un peu déçu peut-être de cette qualité, quoi. C'est surtout qu'on attaque, il n'y a que 17-10 à la mi-temps, c'est pas 7 points de retard, c'est rien, mais tu restes au vestiaire en deuxième mi-temps, et ça c'est pas la première fois que ça arrive, quoi. Donc et Perpignan en a profité en mettant 2 essais coup sur coup, et à ce moment-là 27-10, presque à 27-10, mais le match était fini, quoi.
Donc, d'ailleurs, pour évoquer les Brive, on parle beaucoup des performances à l'extérieur. C'est 152 points inscrits lors de 12 matchs à l'extérieur. Hein. Ça fait une moyenne de 12 points inscrits par match, ce qui est extrêmement faible. Et c'est 34 points encaissés par rencontre. Donc le score moyen à l'extérieur, il est de 12-34 pour les Brivistes. Donc c'est pas des petites défaites. Hein. Avant ce match, Brive restait sur 5 matchs, plus de 40 points encaissés. 6 si on compte le challenge. Donc quand on prend 40 points, je pense qu'il y a quand même un souci peut-être mental où on lâche trop facilement, quoi. Donc maintenant il reste 2 matchs pour sauver la maison, parce que après peut-être même le barrage, mais bon, aller jouer un barrage par exemple à Bayonne, je pense que l'ambiance même va être tout autre que celle qu'on a eue là à Perpignan. C'est forcément une projection qu'on peut faire, mais la projection, on va dire déjà, qui se limite au top 14, c'est la 26e journée. Imaginons, parce que bon, après le calendrier de Perpignan n'est pas facile, mais imaginons que le destin de Brive se joue sur la dernière journée, c'est-à-dire le déplacement au Stade Français. Quand on connaît les difficultés à l'extérieur de Brive, hein, si les deux équipes étaient encore au coude à coude à 3 points d'écart, sait-on jamais. C'est vrai que ça peut être effectivement un peu angoissant pour les supporters que vous êtes et qui vous lisent sur allebrive.com. À la limite, même le destin de Brive n'est même plus entre les mains des Brivistes, il est plus entre les mains des Castrés et des Bordelais. Si Castres, qui possiblement bat Perpignan, il va falloir compter sur un exploit des Bordelais pour aller gagner les Mégirales, mais il va falloir aussi espérer que Bordeaux n'ait pas fait le trou pour la deuxième place avec ses adversaires. Parce que s'ils ont fait le trou, à quoi bon se mettre en 4 à Perpignan, alors que finalement, gagné ou perdu à Perpignan, on sera toujours dans les deux. Donc, c'est très juste. À moins qu'un miracle arrive et que il gagne soit contre Toulouse, soit au Stade Français. Mais là, actuellement, finalement, peut-être que les 15 jours qui arrivent finalement au bon moment pour... Toulouse jouera sa peau la semaine prochaine. Oui, voilà, dans 2 semaines. Ouais, voilà, mais les 15 jours arrivent finalement au bon moment pour se vider la tête, se parler et partir en mode commando, j'en sais rien. Je pense que là, qu'ils se sont pas mis en danger. Ils sont pas mis en danger avant, même après Lyon, ça je disais, mais il n'y a pas le feu. Si, un petit peu quand même. Quand tu vas chez ton concurrent direct, avec que 7 points d'avance, il y a le feu quand même. Donc, maintenant... C'est effectivement l'un des points chauds de cette fin de championnat de saison régulière, Olivier Magne. Comment vous le voyez, ce mano à distance? Parce que c'est vrai que ça peut se jouer sur la dernière journée. Là, c'est bien parti. On rappelle, Perpignan va à Castres et Brive reçoit Toulouse lors de la 25e journée. Et la dernière journée, les deux équipes, Perpignan accueillera l'UBB et Brive se déplacera au Stade Français qui n'aura plus rien à jouer quasiment. Olivier. Ouais, c'est... ça vous laisse penser. C'est ça, c'est après, c'est vrai que le sort des brivistes, peut-être que voilà, c'est vrai que très justement, il dépend peut-être aussi des autres équipes, quoi, de Castres et de Bordeaux. Allez savoir comment Bordeaux va réagir sur la dernière journée. Peut-être va lâcher le match, voilà. Donc, et puis après, moi, j'ai foi aussi en cette équipe briviste parce qu'elle a fait quand même de très bonnes choses cette saison et à domicile, elle est difficile quand même à manœuvrer. Et je pense que dans 15 jours, ce match contre Toulouse, il va être immense. Et je pense que le public briviste déjà va répondre présent avec un stade plein et des brivistes qui vont pouvoir se remonter comme il faut, se préparer comme il faut pour ce match-là. Et les Brives Toulouse en général, ils sont toujours. C'est même dans 3 semaines, si je me trompe pas. Ouais. Ils sont toujours un peu en faveur des brivistes. Donc moi j'y crois. Voilà, c'est le message d'espoir. Rémi Brazon d'Olivier Magne pour la communauté briviste. Qu'est-ce que vous allez écrire sur allebriverugby.com? Que là il y a une grosse déception après ce match et que de toute façon petit à petit on va commencer, pas encore, mais on va laisser passer la déception sur ce match-là et puis après on va rentrer petit à petit dans le match de Toulouse. De toute façon, qu'on écrive
n'importe quoi. De toute façon, c'est pas nous qui sommes sur les terrains, quoi. On sera dans la tribune contre Toulouse pour pousser. Alors il faut espérer aussi. Alors, certes, le stade sera plein, pardon, mais que le stade soit vraiment pour Brive, pas comme ça a déjà été le cas par le passé, où finalement une partie du public soit juste là pour regarder les Toulousains, quoi. Parce que là, c'est vraiment l'avenir du club qui est en jeu, quoi. Après, ils sont capables de tout, hein. On l'a déjà vu par le passé. Olivier a joué dans ce club. Par moment, il a aussi renversé des montagnes. Ils sont capables de battre le Toulouse avec tous ces joueurs. Après, il faudra aussi voir, on parlait par exemple de Bordeaux, il faudra aussi voir le parcours européen de Toulouse, qui peut aussi influencer sur la composition qui pourrait être mise en place pour Brive, parce que si Toulouse bat le Munster, et après je sais plus qui c'est qui tombe en demi-finale, enfin font les 2 matchs de Coupe d'Europe, ça se peut aussi que les jambes tirent un peu et que peut-être il y aurait une petite rotation qui pourrait bénéficier à Brive. Et je dis bien pourrait au conditionnel, parce que même avec une équipe B, ils peuvent quand même venir s'imposer à Brive, hein. Donc, il faudra aussi regarder aussi le parcours européen de Toulouse, hein. C'est vrai, c'est une des clés de ce mois de mai, voilà, qui s'annonce donc tendu et on l'espère haletant pour le CA Briviste. Merci Rémi Brazon, allezbriverugby.com, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On vous a téléphoné sous le coup de la déception, mais je suis sûr que votre âme de supporter et de connaisseur du CAB va vite reprendre le dessus et que d'ici 15 jours, vous y croirez à fond pour la réception de Toulouse et ensuite le déplacement au Stade Français. Merci Rémi, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On va se retrouver dans un instant pour revenir sur la belle performance des Perpignanais, des Catalans. Voilà, avec Olivier Magne, avec Alexandre Prian, avec toute l'équipe et vous, les auditeurs Sud Radio. Merci. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. 19h21 sur l'antenne de Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes dans le débrief du multiplex de la 24e journée de ce match qui était capital pour le maintien entre Perpignan et Brive. Olivier Magne est avec nous, Alexandre Priam. On rappelle la victoire des Catalans 27-10. Et pour en parler, après Rémi de Brive, il y a Vincent Panabière qui est avec nous, patron de la Peña del Trabuquer. Voilà, bonsoir Vincent. Salut à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. On a l'impression comme ça, rien que dans le bonjour, que vous avez le sourire. On a le sourire parce qu'on gagne, parce qu'on leur laisse 0 point, mais dans les tribunes, quand le coup de sifflet final il a été donné, on était, je ne dis pas déçus, mais frustrés. Frustrés parce que en étant moyen, en perdant 7-8 touches, en étant pénalisé en mêlée, je crois, 7-8 fois, on leur met 30 points. Et si eux, ce qui nous laisse sur notre pain, c'est de se dire avec un peu plus de précision, aujourd'hui tu leur en mets 40, quoi. Mais voilà, donc juste après Envie, on est à 3 points. On va castrer au sol de Stade Toulousain, et la dernière journée, duel à distance, si on tape le Bordeaux, il faut espérer que le Stade Français, qui sont nos meilleurs ennemis, fasse le job et leur laisse à 0 points. Donc voilà ce qu'on peut espérer aujourd'hui dans les calculs un peu savants qu'on a tous fait avant ce match. Mais du coup, ce bonus qu'on laisse en route, quoi. Mais cette victoire à 4 points, déçu quand même, elle est belle parce que c'est 4 points secs, il n'y a pas de bonus défensif, voilà. Au final, c'est vrai que le bonus offensif aurait été rêvé, mais c'est quand même pas mal. Alors c'est pas mal parce que déjà ça nous casse une spirale de défaites qu'on avait là. Je crois qu'on a enchaîné 5 défaites d'affilée. Et du coup cette victoire elle fait du bien aussi pour ça, pour montrer aux mecs qu'on peut gagner les matchs, qu'on mérite d'être en top 14 et en plus on la gagne. Je dis pas avec la manière parce que franchement on a fait beaucoup d'approximations, mais en tout cas on la gagne sans trembler, quoi. On met 30 points à un concurrent direct qui était venu, c'était 500. Il avait vraiment pour objectif de venir gagner ici et au final il rentre, c'était pas les valises pleines mais presque. Donc voilà, écoute, moi je suis bien sûr très content parce que Gustave est encore en vie dans top 14 et encore en vie pour aller chercher la 2e place. Et maintenant, il faut espérer que tout le monde récupère bien, que ça Toulousain fasse le job. Dans 15 heures, on est pro Toulousain maintenant, on est tous Toulousains avec ça. Donc voilà, mais quelle victoire, mais voilà, on attend des lieux parce qu'on est exigeant. Et en tout cas, moi je voulais juste souligner un dernier point, c'est bravo à tous les supporters parce que faire un guichet fermé sur un match contre Brive, avec l'ambiance qu'il y a eu et le tifo exceptionnel, ça a été une grande fête cet après-midi. Ah, c'est vrai que ça sentait bon les phases finales. Alexandre Priam est avec Vincent Panabière, patron de la Peña del Trabuquer.
Oui, Vincent, avec donc quand même ce succès, il y aura donc 2 matchs, l'un à Castres, l'autre à domicile face à l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce qu'il faut faire l'impasse à Castres, par exemple, pour se concentrer sur la réception de l'UBB, ou vraiment il faut envoyer la grosse équipe, quitte à perdre des forces du côté du CO qui aura beaucoup à jouer? Alors, moi, de prime abord, j'aurais dit il faut faire un petit peu de rotation et tout, mais comme on va avoir 15 jours de repos, il y a 2 semaines sans match. Donc, les joueurs vont pouvoir récupérer, on n'a pas de match. Je pense qu'il y a un sprint final qui arrive. On a un déplacement à Castres, une réception de Bordeaux, et si on ne se maintient pas, on a la 4 matchs. Les joueurs ne sont pas cramés, on l'a vu. Évidemment, si à Castres, à la 60e, on est largué, il faudra faire tourner, il faudra préserver les mecs, mais voilà, je pense qu'il faut quand même tout donner. Il reste 2 matchs. Si on commence à faire tourner, à calculer, on est derrière. On n'a plus rien à perdre. Au contraire, c'est plutôt Brive là, qui doit jouer à fond le match contre Stade Toulousain, le match à fond contre le Stade Français. Aujourd'hui, ils ont décidé de plus, je peux te le dire, parce qu'avec le soleil qu'il y avait, ils ne sont pas habitués là-bas. Non, je pense franchement, il y a 2 semaines, il y a 2 week-ends par match. Il faut aller à Castres avec la grosse équipe et recevoir Bordeaux avec la grosse équipe. Et voilà, si on peut choper un point à Castres, ce sera parfait. C'est notre objectif. Pour qu'à la dernière journée, même si Brive va chercher un bonus au Stade Français, nous une victoire contre Bordeaux et on sera maintenu. Donc voilà, il reste 2 journées, il faut tout envoyer maintenant. Ouais, Olivier Magne, peut-être une réaction sur les propos de Vincent, patron de la Peña del Strabuquer. Non, c'est vrai que j'ai ce sentiment-là que les Perpignanais peuvent pas se permettre de faire l'impasse sur les 2 dernières journées, surtout sur ce match qui s'annonce à Castres. Donc il y a 15 jours de repos évidemment, et ce match à Castres il va être important parce que les Castrés sont dans une position, on va dire, plutôt à l'aise pour la qualification. C'est pour eux une situation plutôt confortable, et les Catalans doivent absolument à minima chercher un point de bonus défensif, parce que ça après Brive peut tout à fait gagner ce match contre le Stade Toulousain. Moi je crois qu'il peut y avoir encore pas mal de rebondissements, et puis les Brivistes sont capables aussi d'aller chercher un point de bonus défensif à Paris, voire une victoire. Donc face à tous ces scénarios qui sont possibles, les Catalans peuvent pas se permettre, à mon avis, moi, de laisser un match. Ça c'est évident pour moi. Donc voilà, faut rentrer dans la bataille. Il y a un sprint, il y a une demi-finale et une finale à jouer, il faut les jouer à fond, tout simplement. Voilà, en tout cas un duel qui est complètement relancé. Il y avait 7 points avant la journée d'aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 et il reste 2 matchs. C'est dire quand même l'intensité, les frissons que cela préfigure, en tout cas pour ces 2 dernières journées. Merci Vincent Panabière, supporter de l'USAP, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. C'est toujours un plaisir de vous avoir, et surtout fêtez bien ça, parce que j'imagine quand même que... Je crois que c'est prévu. Allez, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio, bien sûr. On se retrouve dans un instant. Tiens, le Sud Radio Mag continue. On va parler bien sûr de rugby. On rappelle aussi le grand rendez-vous, 21h, le match entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Mais avant cela aussi, on va s'ouvrir sur le reste de l'actualité, et notamment on va parler dans un instant de Basketland. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le Mag, François Trio. Le MAC, bien sûr, Sud Radio Sport, 0826 300 300, si vous voulez réagir, comme Vincent, comme Rémi, voilà, vous, supporters de rugby ou amateurs de sport. Olivier Magne, est-ce qu'il y a un résultat, un fait qui vous a marqué aujourd'hui? Il y a quand même le 15 de France féminin, on peut en parler, on va en reparler plus longuement un petit peu plus tard, mais c'était l'un des temps forts de l'après-midi, on l'a vécu en direct et en intégralité sur Sud Radio. C'était à Bayonne, et la défaite des Françaises 24-12. Hein. Ouais, c'est ça. C'était l'événement du week-end pour en tout cas le rugby. Et c'est vrai que les joueuses françaises sont tombées face à une équipe anglaise qui a bien pris le match à son compte, notamment devant, avec des joueurs anglaises surpuissantes qui ont fait 3 ballons portés, qui ont marqué 3 essais en première période et qui ont vraiment distancé l'équipe de France au bout de la première période. Et ça n'a pas permis à cette équipe de France, finalement, même si elle a joué son va-tout en deuxième période, ça lui a pas permis de revenir dans la partie et d'aller chercher un nouveau grand chelem. Mais voilà, il y a en tout cas de belles promesses et une Coupe du Monde en octobre 2022 là qui s'annonce, qui va être là aussi très intéressante.
Ouais, effectivement, cette Coupe du Monde qu'on attend, on a quand même eu la sensation, Olivier, que ces Anglaises, elles ont un peu accéléré au début, appuyé, elles ont maîtrisé complètement quand même. Il y avait un ton au-dessus, même si l'enthousiasme, la générosité, l'état d'esprit des Françaises est à souligner. Hein. Oui, exactement. Il n'y a pas de regret du côté français parce qu'elles sont tombées face à une équipe anglaise qui était supérieure, tout simplement. Il faut le savoir, le reconnaître. C'est une équipe anglaise qui a maîtrisé de bout en bout cette partie, même s'il y a eu des moments en faveur des Françaises et on aurait pu croire, un retournement de situation dans cette partie. Mais voilà, il faut bien avouer que l'équipe anglaise a maîtrisé cette partie de bout en bout quasiment et avec des joueuses absolument extraordinaires, hein, vraiment des gabarits hors normes, de la vitesse derrière, voilà, beaucoup de qualité pour cette équipe anglaise qui fait figure de favorite pour la Coupe du Monde en octobre. Oui, avec également des joueuses françaises qui se sont illustrées. Il y a la jeunesse aussi de Chloé Jacquet, par exemple, à l'arrière, qui a été quand même l'une peut-être des satisfactions du match. Je ne sais pas si vous en avez vu d'autres, Olivier. Oui, après, elles n'ont pas démérité. L'ensemble des joueuses ont été quand même méritantes parce qu'il fallait quand même s'opposer à cette puissance anglaise et c'est vrai que les avants françaises, évidemment, ont souffert un petit peu de la comparaison et puis donc, c'est des joueuses derrière qui ont pu s'exprimer. Mais bon, cette équipe française, elle a exprimé de très belles qualités tout au long du tournoi et elle sait le travail qui lui reste à fournir pour rivaliser dans les prochains mois et notamment sur la prochaine compétition en Nouvelle-Zélande que sera la Coupe du Monde féminine. Oui, ce sera donc au mois d'octobre et au mois de novembre et elles seront dans la poule des Anglaises, vous l'avez sans doute dit Olivier, mais il faut le repréciser. Voilà, les Anglaises numéro 1 mondial, je crois 32 matchs, 32 victoires d'affilée, hein, je crois, c'est assez impressionnant en tout cas. Sur peut-être revenir avec vous aussi Olivier sur le multiplex de cette 24e journée, les 4 matchs qu'on a vus, voilà, on a parlé beaucoup de Perpignan-Brive parce que c'était le choc qu'on a vécu sur Sud Radio qui était essentiel en vue du maintien. Autre fait marquant quand même, c'est on va dire la victoire sur le fil, victoire bonifiée sur le fil du Racing à Pau. Vu la compacité du top 6 et même des 7-8 premiers du top 14, ce bonus il peut compter en fin de championnat dans 2 journées. Hein. Ah ouais, là c'est la belle opération pour le Racing. Les Palois qui avaient annoncé en plus qu'ils voulaient quand même bien terminer ce championnat. Alors bon, ils sont maintenus les Palois, il y a pas de souci. Mais en tout cas, on avait du côté de Pau, on n'avait pas prévu quand même une défaite aussi sévère. Hein. C'est quand même des Racingmen qui sont venus et qui ont fait une démonstration de puissance et de rigueur sur leur rugby. Et c'est vrai que ça leur permet, avec le bonus offensif, de bien se repositionner dans le tableau. Voilà, donc une fin de saison encore avec pas mal de batailles. Montpellier qui perd lourdement aussi à Lyon. Ça c'est quand même une info importante, d'autant plus que Montpellier a perdu quand même des joueurs importants avec des blessures. Donc là aussi, c'est à suivre pour la suite et il y aura encore des changements, j'imagine, dans les 6 premiers et encore beaucoup de mouvements jusqu'à la dernière journée. Oui, c'est vrai que ce top 14 tient ses promesses, comme chaque année. On va dire, on vit un peu on mange notre pain noir avec les doublons, et puis ensuite la fin de saison est toujours aussi haletante et palpitante. La relégation de Biarritz, c'est quand même l'information aussi. Olivier Magne, c'est une information, on va dire pas surprenante, mais on rappelle la victoire de Castres, large victoire sur la pelouse des Biarros. 48-13, 7 essais pour les Castrés, 1 essai pour les Biarros. Est-ce que, comment vous l'avez vécu et c'est aussi un peu une page qui se tourne parce que c'est vrai qu'une relégation après, il faut être solide pour la digérer quand même. Ouais, non, c'est évident. Hein. Autant c'était toujours un peu, ça a été un peu la surprise la saison passée, la montée de Biarritz. Voilà, c'est une équipe biarrote qui a lâché en cette fin de saison. Vraiment une équipe épuisée.
non seulement sur le plan physique et mental, d'autant plus que voilà les soubresauts en coulisses font que voilà je pense que ça génère pas aussi toute la confiance que devrait avoir une équipe dans des moments aussi importants. Quoi qu'il en soit, il faut noter aussi cette belle performance des Castrés qui ne lâchent pas quand même, parce qu'ils passent 48 points à Biarritz, qui bon évidemment, comme je le disais, a pas été à son avantage sur cette fin n'est pas à son avantage sur ce fin de championnat, mais en tout cas les Castrés c'est quand même assez remarquable. Ils lâchent pas l'affaire, ils continuent de gagner, de s'imposer à l'extérieur, de prendre les points. Et donc comme on le disait la semaine dernière, c'est une équipe castraise qui est plus que jamais voilà candidate peut-être à un titre de championne de France. Donc on verra ce que va nous dire la suite, mais en tout cas là ils sont bien placés pour évidemment voilà se mettre dans les meilleures conditions pour participer à la fête pour les phases finales. Lui aussi, il a porté les couleurs du Castres Olympique et il s'est toujours accroché, mais même si on l'a davantage connu sous le maillot d'Agen, c'est Jalil Nargissi qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Jalil. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes au Maroc, c'est un petit peu notre page et notre gros plan aujourd'hui sur une belle action que mène vous avec votre association Jalil Nargissi et aussi plein d'autres rugbymen pour essayer de venir en aide à des familles nécessiteuses dans l'Atlas du Maroc. Racontez-nous votre opération parce qu'elle est belle et elle mérite un coup de projecteur ce soir. Ouais, comme vous étiez en train de le préciser, on s'est arrêté en pleine montagne là, avec toute l'équipe, à côté de moi Kali et tous mes amis pompiers professionnels qui sont à mes côtés. On s'est arrêté dans plein brouillard, on a plus de 1600 mètres d'altitude. Et voilà, cette action elle a pour but d'emmener plus d'une tonne d'affaires vestimentaires, d'affaires scolaires aux enfants du moyen et haut Atlas marocain. Alors là, on a plus de 1000 km à faire, 7 étapes, 15 000 mètres de dénivelé sur 7 jours. Et là, on est sur la deuxième étape aujourd'hui qui est de 120 km entre Tchefchaouen et Ketama. Hier, c'était Tanger, Tchefchaouen et aujourd'hui Tchefchaouen, Ketama, voilà. Voilà, donc vous faites ça à vélo et avec d'autres rugbymen. Vous parlez de Christian Califano, mais il n'y a pas que lui. Hein. Oui, il y a Christian qui est à mes côtés, là, qui vous entend. Il devait avoir Cédric Rosanin aussi qui n'a pas pu venir à cause Covid. Alors, il y a Mathieu Glavani qui est à mes côtés, voilà, qui est aussi c'est une première pour lui, là, qui s'accroche, on s'accroche tous, ouais, on est les trois du peloton derrière tous les amis pompiers, voilà, les amis collègues aussi qui m'accompagnent plus d'une quinzaine et voilà quoi, et toute la logistique qui va avec quoi. Ouais, on vous a connu, je crois qu'Olivier Magne, vous avez croisé forcément Jalil sur sa longue carrière sur les terrains. C'était quand même un coriace. Donc là, on comprend que même dans l'Atlas à vélo, il va pas lâcher. Voilà, exactement, François. Ce dont je suis sûr concernant Jalil, c'est qu'il va pas lâcher l'affaire. Ça, c'est certain. Et puis, s'il faut, il va tirer Christian Califano parce que je suis moins sûr pour Christian en vélo. Je suis pas sûr de ce que ça donne. On s'accroche. Heureusement qu'on a des amis aussi pompiers. Qui sont là, qui nous attendent. Voilà, on est dans le dur, mais on arrive sur les 10 derniers kilomètres là. On est encore plus de 11 cols qu'on a pu monter aujourd'hui. Bon, maintenant heureusement qu'on a une solidarité ensemble. Et Kali qui est à mes côtés, qui vous entend, qui vous salue. Est-ce qu'il peut parler, Kali? Est-ce qu'il a encore du souffle pour parler? C'est surtout ça. Ouais, salut François, salut Olivier, ça va? Je ne sais pas jusqu'à quand, parce que franchement, comme le disait Jalil, on est une bonne équipe et franchement, alors, il a bien répété, hein, le but de l'assaut, voilà, c'est de faire, d'œuvrer sur le côté humanitaire et puis ça nous permet, voilà, de rentrer un peu plus en profondeur, en inside sur les côtés du Maroc. Et ça, on a voulu, voilà, mêler le utile à l'agréable et on est parti sur un périple. Alors, il m'a pas dit qu'on avait 11 cols, il m'a pas dit qu'on faisait à peu près 150 bandes par jour. On les voit pas passer. On le ressent. Tous les matins, il faut mettre de la crème. Je sais pas ce qu'il me fait mettre sur les fesses. Je sais pas. Attention, là, quand même. Hein. Attention, Christian. En tout cas, on est surpris parce que voilà, on est avec une belle équipe et puis on a Mathieu Glavani qui est surprenant, voilà, que vous connaissez tous et
et qui fait là aussi vraiment le taf. Voilà. D'accord. Oui, franchement, une très très belle aventure, François, c'est top. Voilà. Est-ce qu'il y a des échappés ou pas quand même dans votre groupe, hein, Oui, il y a des échappés. Alors moi, je suis le premier à m'échapper dès que ça descend. Je suis vite rattrapé. Et en fait, je peux faire Gros péto après. On va enlever tous les trucs là. Bon, je suis le mec qui s'accroche le plus à la bagnole pour monter l'école. Il y aura des images, il y aura des dossiers là-dessus. Mais bon, voilà. L'important, c'est de participer et puis surtout de vivre un moment extraordinaire parce que fait Djalil pour l'assaut, c'est extraordinaire et je peux vous dire, il faut se battre. Franchement, c'est bravo à lui ce qu'il fait et puis d'avoir amené des sportifs avec lui, c'est fabuleux. Bon, leçon d'humilité, bien sûr, comme Djalil Nargissi a été le joueur qu'il a été, voilà, toujours aussi volontaire. Bon, Christian, vous l'avez fait par amitié. On imagine quand même que vous avez partagé beaucoup de choses avec Djalil à Agen. Forcément, voilà, il vous a téléphoné, il vous a dit viens. Vous avez peut-être pas réfléchi à tout là sur le parcours. Non, parce qu'il m'a vendu déjà avant de me parler de l'assaut, il m'a dit ça va, qu'est-ce que tu fais au mois de mai, fin avril, début mai, tu as déjà goûté le tagine agneau, tagine poulet. Bon, déjà il savait comment me prendre. Et après, voilà, on s'est lancé dans une belle aventure et puis franchement, on reviendra toujours sur le même point, hein, François. C'est de participer à un truc comme ça, c'est enrichissant pour nous parce que ça permet de tisser des liens aussi avec tous les mecs de l'équipe. Et puis sur le côté, tu vois, associatif, ce qu'on fait, de passer dans les villages, de distribuer, voilà, des affaires, distribuer des cartables, des trousses, voilà, franchement c'est prenant et c'est assez émouvant parce que nous, voilà, on découvre un monde un peu particulier, ce que fait Djalil pour l'assaut et je sais, voilà, que Djalil avec tous ses amis et ses partenaires, voilà, ils font un truc extraordinaire. Bon, ça c'est à souligner, voilà. Ouais. Et plus vous avancez, moins vous avez de matériel. Enfin, vous en laissez, donc du coup c'est plus léger. Exactement. Ouais. Alors on l'a pas sur nous, heureusement, parce que moi je suis déjà en surcharge pondérale. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs véhicules. On a un camion, comme dit Djalil, avec plusieurs, comme il s'est dit Djalil, une tonne de matériel. Et puis voilà, on distribue chaque soir dans les villages et tout. Et on est. Alors ce qui est surprenant, c'est l'accueil aussi. Des Marocains, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Moi, je l'avais vécu de notre façon, et puis là, de voir un peu comment ils nous accueillent, la gentillesse, la bienveillance pour les Marocains, c'est fabuleux. Ben, en tout cas, on est très content de partager ça avec vous, de souligner aussi le travail. Comment elle s'appelle l'association de Djalil pour qu'on la Azimut. Je vous encourage à découvrir. Voilà, il a un très beau site internet. Vous verrez toutes les actions qu'il mène et n'hésitez pas. Et puis je suis content parce que Charlie vient de m'envoyer un texto. Il m'a dit écoute, Khalid, je suis là l'année prochaine. Charlie, ce que tu as fait, c'est énorme. Charlie, je te remercie. Je savais que tu étais là. François, tu es bien invité. Tu es bienvenu aussi. Ouais, alors... une chose qui est sûre, Christian, je crois que les échappées, toi, tu les fais en descente, pas en montée. Rassure-moi. C'est ce que j'ai dit, voilà, exactement. Tu sais, alors je suis un peu freiné par le kawaii, mais ça va, tu vois. Mais c'est vraiment, franchement, merci François de mettre l'assaut en évidence, mais voilà, d'inviter, voilà, de dire aux gens, allez découvrir l'association, d'aller voir un peu ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Bon, en tout cas, on était content de vous avoir et de vous savoir en forme. L'arrivée, c'est pour quand? Alors, juste quand même qu'on essaie de suivre. Ah ben écoute, vendredi 6 à Marrakech. Vendredi 6 à Marrakech. J'aurais perdu 5 kilos et on reprend 10, c'est nickel. Et ben en tout cas, on vous félicite et on est très heureux de souligner l'action de l'association Azimut de Djalil Nargissi, bien sûr, pour cette action au Maroc, donc dans le Moyen Atlas, et distribuer des dons aux familles en nécessité. Voilà, c'est une belle action et les rugbymen ont du cœur, mais bon, il y en a qui l'avaient vraiment sur le terrain et qui l'ont encore toujours comme Djalil et on le félicite en tout cas. Bon, on vous donne pas les résultats du top 14 parce que j'imagine que c'est pas votre préoccupation actuelle là, mais en tout cas il y a du suspense, hein. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Le résultat du Grand Chelem. C'est juste vrai. En tout cas, merci François, merci Olivier de cette action par rapport à Azimut et je tiens à souligner que voilà, il y a des sportifs, mais aussi mes amis pompiers, mes collègues, voilà, qui d'une quinzaine, qui sont aussi qui ont un grand cœur et je peux vous dire que s'ils n'étaient pas là à nous soutenir dans l'école, on s'accroche, mais voilà, c'est pas facile. Mais grâce à eux, on y arrive aussi. Bon, en tout cas, bravo et merci d'avoir été avec nous depuis. Vous arrivez où là ce soir? Là, ce soir, on arrive à Ketama, en plein milieu de la région
région où pousse beaucoup de menthe, voilà. Voilà. Une région où on n'a pas trop l'habitude d'aller, mais voilà. Vraiment en plein milieu des montagnes, voilà. Et il nous reste encore 25 bornes. Alors montez à la menthe, hein. Bon. Oui, le thé à la menthe, voilà. Bon, la menthe, il y a beaucoup de menthe, plus de menthe que d'autres choses, voilà. Mais voilà, non. Et demain, c'est on se dirige vers Fès, la ville de Fès. D'accord, magnifique ville avec sa médina, la ville de Fès. Merci Djalil Nargissi, Christian Califano, l'association Azimut, Mathieu Glavani qui était avec vous aussi, tous les pompiers qui vous accompagnent et bravo en tout cas pour cette belle action. Voilà, c'était une parenthèse sur Sud Radio aussi pour montrer quand même le grand cœur de nos amis rugbyman. Olivier Magne, ça vous tente la saison prochaine? On peut dire que votre texto était fictif, hein, en tout cas il était imaginé par Christian, le facétieux Christian Califano. Exactement. Voilà, non, mais après, au-delà du mensonge de Christian Califano, moi, pourquoi pas, ça serait sympa. C'est toujours, on s'engage toujours. Les rugbyman le font souvent quand même. Alors, on le rend pas, toujours public, mais bon, c'est vrai que quand il y a des actions comme ça de cette importance et que Djalil mène, c'est important de le faire savoir parce que ça amène aussi d'autres personnes à participer et à générer justement un élan de générosité, de solidarité pour justement aider les personnes dans le besoin. Ouais, même si quand on est première ligne, c'est vrai qu'on les imagine pas comme ça aller sur des vélos en faisant des cols dans l'Atlas, parce que l'Atlas c'est quand même c'est très 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 pentu. Hein, c'est quand même impressionnant. Il y a des stations de ski. Hein, donc, oui. Tout à fait. Et voilà donc la belle action qu'on voulait mettre en exergue sur Sud Radio dans le mag Sud Radio Sport, bien sûr. On va peut-être aussi faire un petit point sur l'actualité sportive. Aussi avec Quentin Cabanis dans un instant. Est-ce qu'on fait une pause ou pas, Quentin? Oui, voilà, je le demande et je l'ai. C'est ça aussi, Sud Radio, bien sûr. Vous restez avec nous, hein, vous nous appelez 0826 300 300. On continue à dérouler l'actualité sportive. À tout de suite. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG pour parler de rugby bien sûr et de tous les sports sur Sud Radio avec vous au 0826 300 300 sur le hashtag SRR sur les réseaux sociaux bien sûr, vous êtes les bienvenus pour interagir et aussi pour faire le point sur l'actualité justement. Quentin Cabanis, essayons bien peut-être de récapituler l'essentiel de l'actualité parce qu'il s'est passé des choses et notamment en foot, il y avait de la Ligue 1 aujourd'hui. Il y avait de la Ligue 1, en effet ça avait démarré dès 17h avec un match comptant pour la 17e journée de Ligue 1, match nul de partout 35e, oui exactement, match nul de partout entre Lens et Nantes avec un doublé de Simone pour Nantes et puis c'est Pereira, Dacosta et Kalimundo qui ont marqué pour le RC Lens à 21h suite de cette 35e journée de Ligue 1 avec Rennes 3e de Ligue 1 qui accueille l'AS Saint-Etienne 18e, Saint-Etienne qui n'a pas le droit à l'erreur pour continuer de rêver au maintien. Il y a de la Ligue 2 également aujourd'hui avec une rencontre qui s'est terminée, une rencontre importante dans la course à la montée, une rencontre comptant pour la deuxième place puisque le TFC CF sera en Ligue 1 la saison prochaine. C'est l'AJ Auxerre qui s'est imposé 1-0 face à Dunkerque. Les autres matchs de cette 36e journée de Ligue 2 ont lieu en ce moment avec Grenoble qui mène 1-0 face à Amiens, Quevilly-Rouen qui mène sur sa pelouse face à Pau sur le même score 1-0, Dijon qui mène à Niort 1-0, Nîmes qui mène à Nancy sur le même score, Ajaccio c'est important, Ajaccio actuel 3e de Ligue 2 mène 2-1 face au Havre, Sochaux et Bastia font pour le moment match nul 0 partout, match nul également en ce moment entre le PFC et Valenciennes 1 partout et puis Caen mène à Guingamp sur le score de 1-0. Toujours en football mais en Liga cette fois, c'est fait pour le Real Madrid qui est sacré champion d'Espagne à la 34e journée. Le Real devait s'imposer aujourd'hui, c'est chose faite, victoire 4-0 du Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone sur le score donc de 4-0 avec des buts de Rodrigo, un doublé pour lui, Asensio ensuite a marqué puis Karim Benzema à la 81e minute. Et puis pour être tout à fait complet, François, un mot de Ligue des Champions féminine puisqu'il y a en ce moment les demi-finales avec notamment Wolfsburg qui joue contre le FC Barcelone. À l'aller, Barcelone s'était imposé 5-1. Là on joue la 89e. Gros suspense.
Les Allemandes mènent 2-0. Bon, ça suffit pas. Mais quand je même. corrige. Voilà. Je corrige. Non. Quand même, il y a une petite remontada là, tiens. Il y a eu plus de suspense. Et puisqu'on parle de remontada, puisqu'il y avait le FC Barcelone, on va parler évidemment du Paris Saint-Germain, Alexandre, qui joue à 21h le match retour face à l'Olympique lyonnais, donc une demi-finale française. À l'aller, je vous le rappelle, Lyon s'était imposé 3-2 avec notamment une grosse prestation de la gardienne du Paris Saint-Germain, une énorme boulette de la part de la gardienne du PSG. En tout cas, c'est un match à suspense qui sera à suivre à partir de 21h. Et enfin, il y a du basket avec du basket exactement avec de la Betclic Elite avec Bourg-en-Bresse qui s'est imposé face au sur le score de la Pro. Et puis si on va être tout à fait complet, quart de finale aller de Ligue des Champions avec Brest qui a fait match nul 21 partout face à Győr. Voilà pour l'essentiel de l'info. Vous avez parlé du titre du Real quand même, Carlo Ancelotti. Ah ouais, vous l'avez dit. Mais j'ai pas vu Carlo Ancelotti venait de remporter. mais surtout, il en a pleuré au micro de la télévision espagnole, l'entraîneur quand même. Voilà, parce que c'est la première fois qu'il connaissait ça à Bernabéu. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un bel exploit des Madrilènes. Tiens, peut-être réaction Olivier Magne sur quand même cette institution qu'est le Real Madrid. Voilà, ça dépasse le cadre du rugby et du sport. C'est impressionnant. Voilà, ils ont passé une semaine 4-3 sur un match légendaire à Manchester City. Et puis là, ils officialisent ce titre. Chapeau quand même. Ouais, et puis avec un joueur français qui brille, Benzema, qui est absolument énorme cette saison, un entraîneur qui est peut-être pas si mauvais que ça finalement, parce qu'en gagnant 5 titres dans 5 championnats différents, le PSG aurait peut-être pu le garder, tout comme Tourelle ou Emery, qui brillent dans d'autres clubs. Et puis le Real qui fait construire une enceinte sportive absolument magnifique. J'ai vu les images là, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est un club unique, avec une histoire incroyable, et ils sont en train de construire l'avenir de manière assez sérieuse, et donc c'est magnifique de voir ces monuments comme ça évoluer dans le sport. Ça peut donner envie à un certain Kylian Mbappé d'aller au Real, non? Ou davantage en tout cas. Voilà, ça peut aussi peut-être jouer dans la décision. Ouais. Certainement, certainement. Quand une équipe comme ça domine son championnat, pratique un football qui est quand même un football d'attaque qui est très plaisant à regarder, avec une enceinte qui va être absolument superbe, une qualité de vie qui est quand même assez sympa aussi du côté de Madrid. Ça peut être intéressant pour Kylian Mbappé, au-delà du gros chèque certainement qu'il pourra recevoir. Ouais, effectivement, on va suivre ça. Tout comme on a suivi cet après-midi sur l'antenne de Sud Radio le match entre Lyon et Montpellier, c'est du top 14, 24e journée, et Lyon quand même qui a frappé fort en l'emportant 43-20. On va, Alexandre, revenir quand même sur ce match avec quelques réactions recueillies par Julien Vert. Ouais, effectivement, cette victoire donc des Lyonnais. Tiens, je te propose d'écouter Pierre Mignoni, parce que je me souviens tout à l'heure de tes mots, toi Olivier, tu évoquais une équipe qui était un peu à l'image de Pierre Mignoni, dans cette façon d'ailleurs de jouer rapidement les ballons. C'est un Pierre Mignoni qui est heureux, parce qu'il sent que son équipe dans cette fin de saison elle est en train de monter d'un cran en termes de qualité de jeu, et c'est la défaite peut-être à domicile face à Toulon qui a été un déclic. On rappelait cette victoire bonifiée des Varois, ce déclic, il sent qu'il s'est passé quelque chose. Il retrace le chemin parcouru au micro de Julien Vert. Au-delà de gagner, je suis fier de ce qu'ils font chaque jour. Donc ça se concrétise sur le terrain, ça se valide sur le terrain avec un match de Coupe d'Europe gagné en 8e, où là c'était un pansement, on n'était pas du tout guéri, un match bien maîtrisé à Brive, où il fallait le faire, où on nous promettait l'enfer, et c'était l'enfer. La Brive, c'est une équipe très difficile à jouer, mais un match maîtrisé. Et là, il fallait valider et concrétiser ces 4 semaines qui ont été dures. Il y a 4 semaines, jour pour jour, on avait honte, quoi. On avait honte. Le mot est fort, mais c'est vrai. Oui, effectivement, un petit sentiment de honte. Écoutons Jérémy Mauroir, lui pour le coup, un petit peu dans la même veine. Il estime que cette lourde défaite quand même, 43-20, elle peut servir au Zéroltais. On écoute le talonneur du MHR.
Non, on a un groupe assez fort et sincèrement, je pense qu'on va revenir encore plus fort de ces matchs-là. J'en suis persuadé, et tant mieux que ça tombe maintenant, qu'on ne soit pas encore sur 2-3 victoires de suite. Vaut mieux que ça nous arrive maintenant, que ça nous fasse mal, et au contraire, on va encore plus bosser, parce que c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison. On a une équipe qui lâche rien, on a vraiment un super groupe, et j'en suis sûr qu'on va être encore meilleur sur la fin de saison. Ouais, mais être meilleur sur la fin de saison pour le MHR, c'est de garder de toute façon cette position dans les 2 premières places. François, ça va être un gros challenge quand même pour le Montpellier Hérault Rugby Club. Juste l'analyse d'Olivier sur ce point. Montpellier se met un peu le feu là, à 2 journées de la fin. Ouais, mais je suis pas particulièrement inquiet pour cette équipe de Montpellier parce que elle montre quand même au fil des matchs que dans le fond comme dans la forme, c'est une équipe qui est prête à rivaliser, à se placer dans ce championnat, évidemment avec l'envie d'aller chercher les 2 premières places pour jouer directement les demi-finales. Mais c'est une équipe qui, tout comme Lyon, je pense, vont être des équipes à suivre dans la suite de ce championnat et qui sont des candidates très sérieuse pour le titre de champion. Voilà. Mais cette équipe de Montpellier, je suis pas inquiète. C'est vrai que le score peut être lourd, mais ce qui m'inquiète un petit peu plus pour Montpellier, c'est de voir la gravité des blessures des joueurs. Peut-être une suspension, qui va pas être très très importante pour Awas sur le carton rouge, mais à suivre on a l'inquiétude pour Villemc. L'inquiétude pour Villemc parce que c'est vraiment un joueur quand même qui a fait de drôles de progrès et qui est vraiment aujourd'hui un joueur très très important pour son équipe. Ouais, effectivement, cette équipe de Montpellier donc battue, victoire du Loup. Voilà, on rappelle que dans 1 heure, il y a le match entre Toulouse et La Rochelle au Stadium. Nous y serons bien sûr. Sud Radio sera présent. On va se retrouver dans un instant. On va en parler bien sûr avec toute l'équipe Sud Radio. Restez avec nous à suivre l'info bien sûr. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Sud Radio, bonsoir pour ceux qui nous retrouvent bien sûr sur l'antenne de Sud Radio. Toulouse-La Rochelle dans 1 heure, top chrono bien sûr, le coup d'envoi de ce match qui va clôturer ce samedi magnifique de la 24e journée, avant bien sûr de clôturer cette journée demain soir autour de l'UBB Toulon. Direction le Stadium, parce que oui, le Stade Toulousain a délocalisé ce grand match face à son grand rival de la saison dernière, cette équipe qui lui réussit mais qui est plus en forme que le Stade Toulousain, c'est La Rochelle. Bonsoir Mathieu Dalzovo. Bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, stade de fête ce soir, vous serez avec Philippe Spanghero pour vivre. Je suis même déjà avec Philippe Spanghero. Mais vous saluez Philippe bien sûr qui est avec nous, parce que c'est vrai que on est ce soir au Stadium pour bien un peu lancer la phase finale du Stade Toulousain, vous êtes d'accord ? Exactement. Complètement, c'est un vrai match de phase finale pour d'ailleurs le public toulousain ne s'y est pas trompé. Beaucoup de monde déjà 2 heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Très difficile d'accéder aux tribunes du Stadium. Vous savez qu'en plus ce stade a fait la fête il y a quelques jours à peine pour la remontée du TFC. Ça c'est pour les footeux. Et donc on voudrait bien se reprendre à vibrer ce soir pour ce match de phase finale, parce que François, vous le savez, le Stade Toulousain n'a pas le droit à l'erreur ce soir pour recevoir La Rochelle, un Stade Rochelais en pleine confiance et qui va devoir donc venir faire un coup ici aussi pour assurer le top 6. Bref, il y a de l'enjeu vraiment pour les 2 équipes, surtout Philippe pour le Stade Toulousain quand même, qui joue gros ce soir. Ouais, le Stade Toulousain qui joue gros, qui a beaucoup pâti de cette période internationale avec l'absence de ses joueurs cadres qui étaient avec l'équipe de France, donc qui ont brillamment remporté ce grand chelem. Mais c'est vrai que le Stade Toulousain en a pâti, et en plus le Stade Toulousain est toujours en course dans les 2 compétitions. Donc ça complique un peu l'équation pour la fin de saison, parce que tous les matchs deviennent importants. Et puis on sait quand même l'importance soit d'être qualifié directement en demi-finale pour s'éviter un match de barrage, soit minima de recevoir ce barrage. Et c'est vrai que là l'enjeu pour les Toulousains, c'est d'abord d'assurer les 6 et puis idéalement quand même de jouer un barrage à la maison. Donc il y a un enjeu très important ce soir sur le plan
comptable, surtout quand on voit, on y reviendra tout à l'heure, les résultats des concurrents directs du Stade Toulousain au top 6. Ah bah oui, parce que c'est une magnifique transition, Philippe, parce que j'allais y venir. C'est vrai que le Stade Toulousain est sorti de on est comme du top 6. Le Stade Toulousain, on se trouve les yeux fermés, offload. Ouais. Bon, parfois il peut y avoir des bugs, mais là en tout cas ça fonctionne. En tout cas, le Stade Toulousain est sorti de la zone des 6 et 7e, à 4 points quand même du Stade Rochelais, de son adversaire du soir. Autant dire quand même que c'est un match. Il n'y a pas trop le droit à l'erreur ce soir pour les Toulousains, et d'ailleurs on a sorti la grosse équipe. Oui, on a sorti la grosse équipe, mais c'est nécessaire encore une fois. Et là, la victoire est impérative, même si on peut penser que le Stade Toulousain a une fin de parcours un peu plus simple que d'autres concurrents directs pour le top 6. Encore une fois, ils sont en course en Coupe d'Europe et il faudra ménager des joueurs quand même jusqu'à la fin de saison, puisque on a quand même beaucoup tiré sur ces internationaux. On a eu besoin d'eux dès le retour de la période internationale. Donc on a vu quand même ces dernières journées Marchand ménagé, François Cross blessé. On a quand même tiré beaucoup sur ces joueurs-là physiquement. Et donc il y a ce match au Munster qui va être compliqué à aborder aussi en Coupe d'Europe. Donc voilà, quand on est un club comme le Stade Toulousain qui joue sur tous les tableaux, qui fournit 10 internationaux à l'équipe de France, forcément il y a des périodes un peu complexes comme celles qui sont en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a quand même de la pression du côté du Stade ce soir. Oui, rebasculer justement avec le club, Olivier Magne, c'est des choses que vous avez connues lorsque vous étiez joueur, à la sortie du tournoi après un grand chelem. Et c'est vrai que c'est pas facile et on sent quand même que le Stade Toulousain, Olivier, est sur un fil là dans cette période. Ouais, exactement. Ça tient pas à grand chose. Le Stade Toulousain, il faut qu'il reste vraiment méfiant. Maintenant, je trouve que cette équipe du Stade Toulousain, elle a montré quand même toutes ses qualités, notamment avec ce match retour en Coupe d'Europe, où elle est allée chercher sa qualification. Et donc, elle montre quand même cette équipe que dans les grands moments, dans les moments importants, elle est présente. Alors, malgré la fatigue, malgré les blessures des uns et des autres, je pense que cette équipe du Stade Toulousain arrive dans un moment propice pour elle. C'est des moments que cette équipe adore. Historiquement, c'est des moments qu'elle affectionne et qu'elle sait gérer. Et donc, je suis pas trop inquiet pour elle. Je pense qu'elle va se qualifier, mais ça va être difficile. Et peut-être que dans cette course à la qualification, elle peut laisser des forces qui pourraient être préjudiciables pour la suite. Mais je la vois quand même se qualifier pour le top 6. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, Mathieu Delzo, Félix Panguero, une phase finale sans le Stade Toulousain. Oui, il faudrait remonter dans les statistiques pour voir la dernière fois où le au-delà des statistiques, c'est oui. Par rapport à ce qu'a montré le Stade Toulousain cette saison, ça serait quand même un gros coup de tonnerre sur le top 14 de ne pas avoir le Stade Toulousain qualifié pour les phases finales, ça c'est sûr, et je pense qu'ici ça serait mal vécu, mais bon, on voit pas, on sait que les Toulousains, ils aiment, comme vous le disiez François, ils aiment ce type de match à pression. En tout cas, les supporters sont derrière eux aussi, le stadium est complet depuis plusieurs jours maintenant, donc finalement c'est que des matchs de phase finale qui attendent les Toulousains, avec quand même un calendrier un peu plus abordable aussi pour les Toulousains. Déplacement à Brive qui sera chaud en top 14, et puis après il y aura la réception de Biarritz pour Toulouse quand même. Donc. Voilà, Toulouse ce soir joue peut-être sa qualif au regard du calendrier, et donc on imagine, Philippe, vous qui connaissez bien la maison, on va pas faire l'avant-match avant l'avant-match, mais quand même qu'il y a eu une mobilisation générale en mode phase finale, on rigole pas, semaine studieuse on imagine. Oui, encore une fois, parce que je pense que le club veut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut assurer ce top 6, mais je le répète, je crois que l'ambition pour le Stade Toulousain, c'est pas juste d'y rentrer, c'est à minima de recevoir en barrage. Donc la course va être importante jusqu'au bout, les points vont être importants, de bonus, offensifs, défensifs. Il faut, si ce soir le Stade Toulousain l'emporte, essayer idéalement de priver La Rochelle de défensif aussi, parce que ce sera un concurrent dans ce top 6. Donc il va y avoir des calculs sur le plan comptable à faire pour le Stade Toulousain jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est vrai que malgré tout, Brive paraît quand même
pas vraiment sauvés, mais à la vue de la fin de parcours qui les oppose à Perpignan pour cette place de barragiste, le match de Brive va être important quand même à domicile, donc Toulouse va devoir s'employer là-bas. Et puis ensuite il y a en effet ce match contre Biarritz qu'on sent vraiment pour le coup là avoir lâché sur cette fin de saison mentalement. Donc voilà, ça va se décider, ce qui est la beauté de notre championnat quand même, hein, puisqu'il y a tellement de choses qui vont se décider sur la dernière journée pour le classement final qu'on va être tenu en haleine jusqu'au bout, et le Stade Toulousain aussi, voilà. Ok, eh bien on vous retrouve d'ici quelques minutes, messieurs, quand même, pour faire monter l'ambiance dans ce stadium qui s'annonce complet pour ce match entre le Stade Toulousain et La Rochelle qu'on va vivre bien sûr sur Sud Radio. Dans un instant, on va d'abord remercier Olivier Magne d'avoir été avec nous depuis le début de l'après-midi et d'avoir été bien sûr toujours aussi précieux et de nous avoir éclairé de son analyse. On se retrouve très vite sur l'antenne de Sud Radio. Vous allez le voir. Vous allez bien sûr le voir et écouter ce match sur Sud Radio, Olivier, c'est sûr. Bien sûr, sans faute, comme toujours. Et je vais pas lâcher l'affaire. Je suis avec vous toute la soirée. Voilà, un peu comme Jalil Nargissi tout à l'heure dans l'Atlas. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Allez, on se retrouve on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Sud Radio. On va revenir sur le 15 de France féminin, bien sûr, et puis monter dans l'avant-match vers ce Toulouse-La Rochelle. Restez avec nous. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Avec Alexandre Priam, avec vous les auditeurs Sud Radio pour vivre l'avant-match du match entre Toulouse et La Rochelle. Coup d'envoi 21h05 sur Sud Radio, match qu'on vivra en intégralité avec Philippe Spanghero, avec Mathieu Dalzovo bien sûr, et puis avec vous les auditeurs au 0826 300 300. On va revenir, Alexandre, quand même sur l'un des temps forts de la journée. C'était le potentiel Grand Chelem, le 6e. On en rêvait de ce Grand Chelem des féminines. Et finalement on ne l'a pas eu parce que les Anglaises étaient trop fortes, tout simplement. Ah bah là pour le coup je pense qu'il n'y a pas eu il y a finalement pas débat, il y a presque pas de discussion. Les Bleus ont été battus par plus fort, c'est ce que craignait Annick Hérault. 24-12 pour les Anglaises. Des essais de Byrne, de Ward, doublé d'ailleurs de Byrne et un essai de Ward, et puis Scarratt était parfait au pied, hein, il faut le souligner quand même, avec 3 transformations, une pénalité côté bleu, un essai de Romain Ménager transformé par Caroline Drouin, et puis l'essai de Desailly qui marquait donc à la 66e minute de jeu. Même en étant en supériorité numérique, les Bleus n'ont pas réussi à marquer ne serait-ce qu'un point pendant le jaune de Harrison. Au final, des Anglaises qui donc s'adjugent ce tournoi des destinations avec une certaine logique, François. Oui, une logique d'ailleurs, et on va écouter les réactions, parce qu'Arnaud Rey était forcément en conférence de presse et il a justement recueilli les impressions de Annick Hérault, la manager sélectionneur tricolore, qui partageait sa frustration à l'issue du match avec les journalistes, parce que elle l'avait préparé quand même ce match. On va l'écouter, Annick Hérault au micro d'Arnaud Rey. Oui, forcément, parce que je crois qu'on avait des ambitions sur cette édition 2022 et forcément, vu la physionomie du match, on est déçus, et aussi il y a de la frustration forcément. Oui, des regrets, parce que je crois qu'on a eu à un moment donné des opportunités qu'on n'a pas su saisir. Après, ça fait partie du jeu, mais quand on joue une finale, forcément c'est encore plus dur à admettre. Ouais, dur à admettre, Alexandre, quand même, pour cette équipe de France, qui avait fait jusque-là quand même une copie quasiment parfaite, avec des victoires bonifiées, et puis surtout un début de match parfait. Vous l'avez dit, Ménager avait inscrit son essai dès le début, magnifique essai. Dès la 3e. Ouais, et il a manqué ensuite pas mal de choses, et notamment en conquête. On va d'ailleurs écouter Thomas Darac, le responsable sportif du 15 de France, qui là aussi s'est confié à Arnaud Rey. Le fait du match, c'est le manque de ballon en fait, qui a limité la capacité à scorer un peu plus. On a eu les occasions, on a des touches près de la ligne, on a une mêlée près de la ligne où on est sanctionné. Ça se joue pas si loin que ça, malgré tout, par rapport au score. C'est ça qui est très frustrant. On n'a pas eu beaucoup de ballons, on a eu du mal surtout à alterner à un moment donné sur nos prises d'initiative. Voilà, on sait qu'il y a une maturité à trouver pour aller chercher ce dernier palier. Il ne manque pas grand-chose, mais pas grand-chose, ça ne te fait pas gagner.
Pas grand-chose, ça ne fait pas gagner. Mais c'est vrai que c'est un bon résumé, parce qu'on a eu la sensation qu'elle pouvait, mais finalement, voilà, il y avait Après, le en petit termes de plus. puissance physique. Tout à fait. La marche était un peu haute aujourd'hui pour ces Françaises dont le rêve s'est envolé. Ça fait quand même depuis 2018 que les Françaises n'ont pas battu les Anglaises, qui sont quand même les 32 numéros victoires 1. consécutives, les Anglaises. 32 victoires consécutives. Là, c'est le 16e Grand Chelem quand même, en 17 victoires pour cette équipe anglaise qui est sur 26 tournois disputés. Donc ça fait un ratio de plus de 66%. C'est colossal quand même pour la meilleure nation du monde aujourd'hui, il faut quand même le dire. Et l'Angleterre d'ailleurs, en plus, que les Bleus vont retrouver à la Coupe du Monde. Nouvelle, donc c'est peut-être pas la meilleure nouvelle, effectivement, mais vaut mieux les retrouver en phase de poule qu'en phase finale. De toute façon, pour Tout à fait. du monde, il faut battre les meilleurs. Voilà, ça c'est vrai. On Merci, l'entend dans Quentin. tous les sports. Mais c'est peut-être la phrase du jour. C'est peut-être la phrase du jour. Je pense. Mais je réclame des droits d'auteur. Allez, pour y revenir sur cette défaite française 24-12 face à l'Angleterre, William est avec nous en direct sur Sud Radio 0826 300 300. Bonjour William. Oui, bonsoir à tous. Salut William. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'impression quand même qu'il y avait un écart, et pourtant elles ont déployé beaucoup d'énergie, nos Bleus. C'est une fois de plus une victoire à l'anglaise. On a la même impression parfois lorsqu'on joue les grosses équipes d'Angleterre masculine. On a l'impression qu'ils n'ont pas produit grand-chose, et puis au final on est 10, 15, 20, voire plus de points derrière eux. Donc c'est cette capacité à marquer dans les moments importants. On a senti les Anglaises vexées d'être menées aussi rapidement au score, et surtout d'encaisser aussi facilement. Donc il a réagi comme une grosse équipe. Ce qui est un message rassurant, c'est quand même la preuve qu'on peut préparer, construire en préparant des gros échanges et gagner en même temps. Donc on a hâte aussi que notre équipe de France soit capable de nous parler de préparation et pour une Coupe du Monde, pour les grands événements, mais en gagnant également. Ouais, mais est-ce que la marche n'est pas trop haute d'ici justement le mondial qui aura lieu en Nouvelle-Zélande en octobre? On sait que sur un mondial, les cartes sont rabattues et que les choses changent. On a des joueurs ou des joueuses qui peuvent se transcender sur ce type d'événement. C'est compliqué d'arriver. On a bien sûr certaines certitudes, mais on a encore des joueuses où on a quand même l'impression qu'elles peuvent nous proposer beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, il y a l'équipe de France en train de préparer un groupe, donc c'est peut-être ce côté rassurant. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est qu'on prépare réellement une équipe. Aujourd'hui, on va aller avec cette Coupe du Monde. Bien évidemment que la Coupe du Monde est jouable. Bien évidemment que nos Françaises travaillent bien depuis des années. On voit que le niveau progresse sur chaque saison. Mais on aimerait quand même voir une équipe qui se dégage, savoir qui est notre numéro 10 titulaire, qui sont nos leaders de jeu, et puis avec quelle équipe on serait capable de jouer ce match qui nous amènerait vers le titre dans quelques mois. Alors que les Anglaises paraissent avoir, sur le jeu pas forcément, mais un temps d'avance sur qui va faire quoi au moment déterminant lors de cet événement important. Ouais, William, à la fois, vas-y Alexandre, vas-y. On a vu 3 essais sur groupé pénétrant, donc des Anglaises. Qu'est-ce que ça traduit pour toi, William? Est-ce que c'est un déficit physique des Bleus? Est-ce que, si tu considères qu'il y a un déficit en termes de puissance, est-ce que ça peut se combler d'ici la Coupe du Monde? On sait que les Anglais sont très forts sur ces phases de jeu. Nous, on l'était sur les saisons 2013, 2014, 2015, et notamment Jean-Michel Gonzalez et son staff qui étaient très performants là-dessus. Aujourd'hui, on est parti sur un système de jeu basé plus sur le déplacement. Les Anglais sont très forts là-dessus, ont des joueuses qui sont faites pour ce type de rugby, être performants, pragmatiques. On sait qu'elles sont fortes. Le déficit, on peut le combler. Alors, on ne deviendra pas plus puissante que les joueuses anglaises en 3 ou 4 mois, bien évidemment. En revanche, il faut trouver des solutions pour contrer les ballons portés. On sait que contrer un ballon porté... Il manquait Safi Ndiaye, par exemple, aujourd'hui. Oui, qui est capable d'avoir cette puissance. On a Falk, un deuxième ligne aussi, qui est quand même capable de casser, de briser ses ballons portés. C'est compliqué à défendre. Après, aujourd'hui, il y a cette solution qui est peut-être de travailler sur le saut pour les contrer, qui est peut-être d'être capable d'écrouler ce type de système. Mais on sait très bien que la puissance, on la gagnera pas en 3 mois. Par contre, voilà, le 8 de devant change régulièrement. Il y a un moment où si les Anglais sont capables de se dire on prend la pénale touche parce qu'on sait que 9 fois sur 10 on va marquer. Nous, il faut aussi qu'on soit capable de se dire on a un pack d'avant qui travaille régulièrement ensemble, et nous on sera capable de les empêcher de marquer 2 fois sur 3, 3 fois sur 4.
Oui, après on peut aussi imaginer quand même que pendant ce tournoi, le staff tricolore a préparé justement la profondeur de banc et l'effectif pour la Coupe du Monde, parce que voilà, aujourd'hui c'était l'équipe type qui était alignée, mais on a vu Trémoulière en 10. Enfin, on comprend qu'il n'y ait pas eu non plus, qu'il y ait eu des expérimentations. Tu veux dire qu'il y a un travail de fond plus que sur le tournoi? C'est pas que le tournoi qui se travaillait là pour toi, François? Moi je pense, mais en tout cas je pense pas qu'il y ait d'hésitation sur le poste de numéro 1 par exemple en numéro 10, mais je pense que c'est Carodroin. Oui, on travaille par contre la complémentarité et la profondeur du banc pour en vue quand même d'une échéance où il faudra être un groupe beaucoup plus élargi que 23 joueuses. Donc moi c'est comme ça que je le perçois, William, mais peut-être que je me trompe. Pas du tout, moi c'est simplement le point de vue, et c'est vrai que on entend régulièrement les entraîneurs, que ce soit au foot, au rugby, quel que soit le sport, préparer. Maintenant, on sait qu'on a cette équipe d'Angleterre qui est performante, voilà, qui est comme vous l'avez dit François, sur 30 victoires consécutives, mais qui prépare également les choses. Oui. Donc aujourd'hui, on voit que ces Anglaises ont marqué sur ces 3 situations. Aujourd'hui, prendre une pénale touche, marquer sur un ballon porté, c'est la confiance qui vous fait faire ça. Oui. Après, c'est vrai que 3 fois d'affilée, on peut aussi dire quand même que parfois, j'ai trouvé moi cette arbitre écossaise un petit peu limite. Elle ne voyait pas les en avant. C'était un truc. Faudra lui donner des lentilles de contact. Il y a eu 2-3 en avant qu'elle n'a pas sifflé en première mi-temps notamment. Puis il y a un ballon aplati dans l'embut par les Anglaises qu'elle n'a jamais aplati. Elle a récupéré le ballon, elle est repartie avec. Et bon, c'est peut-être aussi c'est la somme de détails. Aussi, parce que quand on arrive à être soumis aux aléas de l'arbitrage, c'est qu'on ne domine pas son adversaire, et c'est un peu l'enseignement de cette équipe qui était donc un peu trop juste. Merci William d'avoir été avec nous pour revenir sur cette équipe de France féminine donc qui a vu son rêve de grand chelem échouer aujourd'hui du côté de Bayonne. Alexandre Priam, on va se retrouver dans un instant bien sûr, parce qu'on va aussi aller vers Toulouse-La Rochelle dans 40 minutes à peu près sur notre antenne pour ce sommet de la 24e journée. À tout de suite. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG, bien sûr, avant la suite de la 24e journée de Top 14 Toulouse-La Rochelle, coup d'envoi 21h05 à suivre sur Sud Radio. À suivre aussi les résultats de la première chip, parce que aussi de l'autre côté de la Manche, on jouait la 24e journée en Angleterre, Alexandre, et le leader, Leicester, n'a pas tremblé aujourd'hui. Le leader s'est imposé face à Bristol. Oui, un succès, 56-26 pour les Tigers de Leicester qui sont impressionnants. Succès aussi des Saracens à Worcester, 38-16. Et puis alors la déroute totale de Bath. Alors la carton, très Pyrénées-Atlantique. Vive le Pays Basque, 64-0 pour Gloucester face à Bath quand même. Bath qui est donc dernier de ce championnat, qui n'a pas de descente. On le rappelle cette année en première chip. Premier Leicester, deuxième Saracens, 3e Harlequins, 4e Saints de Northampton, 5e Gloucester, 6e Exeter, 7e Sale, 8e London Irish, 9e Wasps, 10e Bristol, 11e Newcastle et 12e Worcester et 13e, je disais, Bath. Oui, et le 10e donc est Bristol avec un Français dans ses rangs, c'est Antoine Frisch. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous étiez absent aujourd'hui sur la pelouse, en tout cas face à Leicester, le leader, défaite donc de Bristol, on le disait 56-26. Blessé aujourd'hui, Antoine ? Oui, je me suis blessé la semaine dernière contre Gloucester. Dans le derby la semaine dernière. Blessé bien sûr, mais aussi révélation quand même de la saison. Alexandre, on peut peut-être y revenir. Oui, non, mais c'est une belle carrière déjà pour Antoine Frisch, qui a commencé dans le sud de la Seine-et-Marne, il me semble vers Fontainebleau si je dis pas de bêtises. Puis le PUC, le RCME, le Stade Français, Tarbes, ensuite le RCME, donc Massy de nouveau, Rouen en Pro D2 et puis Bristol, donc depuis 2021, 14 feuilles de match déjà cette saison. Et c'est vrai que c'est une révélation du côté de la première chip, avec l'année prochaine un départ du côté du Munster, très très grande équipe, très beau maillot à porter, Antoine. Oui, je suis super content d'aller là-bas. J'ai vraiment hâte de commencer
j'aurais jamais imaginé signer là-bas, donc ouais, je suis super content. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait basculer en Angleterre? C'est Richard Hill, l'ancien entraîneur de Rouen? Oui, Richard Hill, ouais, j'ai fait un an avec lui à Rouen, c'était super. Qui m'ait donné ma chance. En plus, je crois qu'il avait entraîné à Bristol plus tôt dans sa carrière d'entraîneur. Donc non, c'est juste que c'était l'opportunité qui s'est présentée d'aller là-bas pour un an. Et ouais, du coup, j'ai sauté dessus directement parce que j'ai toujours voulu essayer de rejouer à ce niveau-là. Donc j'y suis allé sans hésiter. Est-ce que Antoine, il y a eu peut-être un moment où vous vous êtes dit le top 14 c'est pas tout de suite pour moi en tout cas a priori de façon pérenne en tout cas, pourquoi pas tenter la première chip? Parce que quand vous allez à Bristol vous dites je vais m'imposer ou pas du tout, vous dites je vais peut-être faire quelques matchs, je vais essayer de jouer ma carte à fond. Comment vous êtes arrivé du côté de l'ouest de l'Angleterre? Moi je suis arrivé juste sans me prendre la tête, juste que j'allais jouer ma carte à fond là-bas, où il y avait déjà des centres qui étaient en place depuis plusieurs saisons. Donc au début, c'est vrai que j'ai pas trop joué, j'ai pris un peu de temps à m'habituer à leur système et tout, mais quand on m'a donné ma chance un peu plus tard dans la saison, j'ai pu la saisir. Donc ouais, je suis allé sans me prendre la tête et juste jouer ma carte à fond, on va dire. Et ça fait quoi de jouer avec Radradra par exemple? Ouais, c'était super, ouais. Franchement, c'est un joueur incroyable. Il y a un moment où vous te dites le niveau du gars, alors que je suis passé par la Pro D2 et la Fédérale 1, ça doit être quand même fou de se dire je joue avec Radradra. Ouais, surtout les saisons précédentes, après l'avoir vu jouer à Toulon, Bordeaux où il était vraiment au-dessus, on va dire. J'avais vraiment hâte de jouer avec lui, donc d'avoir pu faire quelques matchs avec lui, c'était top, ouais, c'était super. Antoine Frisch, est-ce qu'on peut dire, vous qui êtes maintenant à Bristol, que vous êtes le nouveau Thibaut Flamand? En tout cas dans le parcours. Ah ouais, c'est vrai que dans le parcours, on était dans la même université à Loughborough pendant un an et ouais, après il a fait une saison au WOS, il est parti direct à Toulouse pour je crois qu'il a dû signer pour 3 ans, je crois. Donc ouais, c'est un peu similaire, on va dire. Mais ça veut dire que ça va bien se passer alors, parce que après les Wasps, il a eu une belle trajectoire. Thibaut Flamand, ça vous inspire, ou en tout cas c'est une inspiration sérieuse? Ouais, franchement c'est une inspiration parce que tu te dis que tout est possible et que voilà, il faut juste continuer à jouer et enchaîner et que voilà, que si tu t'en donnes les moyens, tu peux faire des grosses choses. Donc ouais, c'est sûr que c'est inspirant son parcours. Qu'est-ce qui fait pardon Alexandre, juste je continue sur cette voie. Qu'est-ce qui fait que Antoine Frisch, là aujourd'hui vous arrivez à éclore avec une équipe de première chip comme Bristol, et que par exemple ça a calé quand vous étiez au Stade Français en espoir? Qu'est-ce qui a bloqué à ce moment-là, et qu'est-ce qui s'est débloqué? Non, je pense que quand j'étais au Stade Français, j'étais juste pas prêt, tout simplement. J'ai pas eu d'opportunité vraiment dans la saison mais je jouais ouvreur à l'époque et c'était une saison assez compliquée avec le Stade à ce moment-là. Donc je pense que c'était pas facile aussi de lancer des jeunes, surtout à un poste clé comme numéro 10. Donc ouais, ça s'est pas fait, et j'ai dû aller chercher mon temps de jeu en Fédéral 1, mais où j'ai pu jouer énormément de matchs. Donc je pense que c'était un mal pour un bien au final. Alexandre. Ouais, Antoine, comment ça s'est passé du coup cette signature au Munster? Est-ce que vous aviez plusieurs clubs qui vous convoitaient ou seulement le Munster, et qu'est-ce qui a guidé votre choix pour faire la prochaine saison du côté de l'Irlande? Oui, il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés, mais c'est vrai que notamment du top 14. Le Munster,
Oui, en top 14, mais finalement, venant du top 14, il y a eu des discussions, mais jamais vraiment rien de concret. Donc, alors que voilà, le Munster, ils me voulaient vraiment. Donc, forcément, ça m'a directement donné envie d'en savoir plus et d'envisager d'aller là-bas. Donc, c'était un choix assez facile finalement. Voilà, l'Irlande, pays en plus qui a un sens pour vous, hein. Oui, parce que ma mère est irlandaise, donc voilà, j'ai grandi avec ça quand j'étais plus jeune et tout, donc ouais, forcément c'est un pays où j'ai jamais vécu là-bas, donc j'ai hâte de voir comment ça va être quand je vais arriver là-bas. Ouais. J'ai hâte de commencer. Et Antoine, attention, parce que les Irlandais, quand ils recrutent des non-internationaux étrangers, c'est pour en faire des internationaux. Hein. C'est possible un jour de se retrouver avec le maillot du trèfle sur le maillot ou pas? Ça a été évoqué ça avec les dirigeants du Munster ou pas vraiment? Non, ils m'ont surtout dit que voilà, qu'il fallait pas que je pense à ça, que je pense d'abord à jouer pour le Munster avant tout, et que je venais en tant que joueur du Munster avant tout, et que si je me concentrais sur ça et que ça se passait bien, voilà, peut-être que ça se passerait par la suite, mais voilà, qu'il fallait pas se tromper sur ça, donc. Ouais, effectivement, ça sera en tout cas. On suivra votre trajectoire encore plus, hein, dans un super championnat, voilà, en plus, hein. Dans un super championnat, et également vos performances et les choix peut-être que vous ferez si tout cela continue quand même de sourire comme c'est le cas. En tout cas, on vous remercie Antoine Frisch d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio. Joueur français, voilà, qui est en train de d'éclore au plus haut niveau avec Bristol. Certes 10e du championnat anglais, mais Antoine Frisch qui sera donc futur joueur de Munster. Peut-être qu'Alexandre, vous aviez une dernière question pour Antoine, hein. C'est possible. Non, mais écoute, j'étais peut-être le regard d'Antoine sur la victoire des Anglaises face aux Bleus dans le tournoi destination féminin. Comment c'est accueilli du côté de l'Angleterre justement? Ouais, on a une équipe féminine ici à Bristol, et c'est vraiment, elles s'entraînent comme des pros ici, donc elles ont vraiment une super équipe. Je sais qu'il y a beaucoup d'internationaux qui jouent à Bristol aussi, donc ouais, je pense qu'elles avaient vraiment à cœur de gagner contre les Françaises en plus pour le crunch. Ouais, du coup déçu pour l'équipe de France féminine aussi, mais ouais, vous allez vous faire chambrer ou pas? Non, je pense pas. Non. Bon, ça va alors. Bon, juste Antoine Frisch, petit pronostic pour Toulouse-La Rochelle. Toulouse, parce que voilà, ils sont à la maison, je pense qu'ils vont l'emporter. Bon, merci beaucoup Antoine Frisch, joueur français de Bristol, qui était avec nous en direct sur Sud Radio. À très bientôt. Toulouse-La Rochelle, justement, à suivre sur Sud Radio dans 31 minutes, le coup d'envoi. Direction le stadium pour retrouver Mathieu Dalzovo et Philippe Spanghero, nos envoyés spéciaux. Les deux équipes sont à l'échauffement. Là, la tension commence à monter, Mathieu, non? Ouais, je vous confirme que les deux équipes sont à l'échauffement. La tension monte petit à petit ici au stadium. Les supporters qui arrivent, il y a beaucoup d'animation autour du stadium. C'est un vrai jour de fête, hein, ici, vraiment pour ce match. Il y a une vraie ambiance de phase finale, et l'ambiance qui monte petit à petit, et la pression aussi, parce que les enjeux, on en a parlé tout à l'heure, François, ils sont quand même importants pour les deux équipes, mais surtout pour les Toulousains. Oui, les Toulousains sortis du top 6 après les résultats de l'après-midi, et donc qui ont un impératif. Ils le savaient avant, hein, mais en tout cas là c'est comptable. Ils sont 7e à 4 points du 6e. Autant dire que il ne faut pas se rater ce soir face au rival Rochelais. Alexandre Priam, une des infos de la semaine, elle concerne quand même un des joueurs toulousains et non des moindres, Max Médard.
Et oui, effectivement, la retraite de Maxime Médard. Voilà, fin de carrière à la fin de cette saison. Il aurait eu 36 ans donc en novembre prochain. 63 sélections, 281 matchs de top 14, 80 matchs de Champions Cup au Stade Toulousain depuis 2004. Un palmarès fou quand même. 5 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe. Il prend donc sa retraite et il a partagé cette nouvelle sur les réseaux sociaux avec tout un montage. On va écouter d'ailleurs le premier extrait de l'annonce de sa retraite. Maxime Médard qui donc a préféré l'annoncer avant ce match contre La Rochelle. Voilà, je suis là pour vous annoncer qu'une page se tourne pour moi. J'ai pris la décision d'arrêter à la fin de cette saison ma carrière. Dans ces moments-là, je pense qu'on remercie beaucoup de monde, donc je vais commencer par mes éducateurs. C'est eux qui m'ont transmis la passion pour ce sport et toutes ces valeurs. Je remercie aussi les staffs que j'ai croisés, mes coéquipiers, qui m'ont permis de toucher les étoiles à plusieurs reprises. Après, je vais parler du stade où le stade ne serait pas ce qu'il est sans toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de ce club. Aussi une pensée forte pour les bénévoles et les supporters. J'ai eu la chance incroyable pendant toute ma carrière d'avoir vécu des moments de bonheur avec le Stade Toulousain et l'équipe de France. Des moments de gloire, des moments de doute aussi, des victoires, des défaites, mais en tout cas, je ne regrette rien. Bon, merci en tout cas de m'avoir suivi pendant toute ma carrière. Continuez à me suivre dans ce second chapitre et en tout cas à bientôt. Ciao ciao. Voilà donc Max. De l'émotion quand même, François. Ouais, bien sûr de l'émotion, mais c'est un grand joueur. Et pour en parler, bien sûr, Philippe Spanghero depuis le Stadium, parce que Max Médard, c'est quand même un monument. 5 Brennus, 3 Coupes d'Europe, et puis une longévité incroyable et un pur produit toulousain. Ouais, c'est un monument de notre sport et de ce club. J'ai eu la chance de jouer avec lui pas mal en jeune, de le rencontrer tôt dès le sport-études, et puis ensuite on a joué en espoir à Toulouse ensemble avec notamment Johan Huget. C'est là que leur bromance a vraiment commencé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce joueur et c'est vrai que je pense que c'est le joueur que rêve d'avoir dans son vestiaire n'importe quel manager de rugby, parce que il a eu cet amour du maillot et ce lien au Stade Toulousain qui a été particulier tout au long de sa carrière. Et il a toujours été au service du club. Voilà, ça a été un joueur qui a eu une grande carrière internationale et c'est parfois pas facile de ménager des intérêts personnels avec les enjeux importants du club, et il a toujours réfléchi pour le bien du Stade Toulousain. Je crois qu'il a longuement hésité à rempiler pour une saison supplémentaire parce qu'il s'en sentait capable physiquement, visiblement, mais je crois qu'il a compris que c'était le bon moment pour lui, et je crois qu'il a raison, parce que c'est très important quand on a une carrière comme ça de pouvoir choisir sa sortie. Beaucoup de grands joueurs n'ont pas eu ce luxe, et je sais que le public toulousain sera au rendez-vous pour lui rendre l'hommage qu'il mérite, parce que ça aura vraiment quand même été un monument de ce club. Il l'annonce au bon moment, parce qu'on se souvient l'an dernier, Johan Huget, il l'avait annoncé un peu plus tôt, puis s'était blessé. Ça avait été comme une déception et un coup dur pour Johan Huget, la façon dont ça s'était terminé sur cette blessure. Est-ce que là c'est le bon moment selon vous pour Max Médard de l'annoncer à ce moment-là de la saison ? Ouais, je sais pas s'il y a un bon moment, mais ça me paraît être le bon moment pour lui, parce que je crois que sa décision est prise depuis peu de temps finalement, parce que je crois savoir qu'il y avait des discussions avec le club pour qu'il rempile pour une saison de plus jusqu'à il y a quelques semaines. Donc je pense qu'il a dû basculer dans sa tête pour cette décision il y a peu de temps, et je crois que c'est plutôt le bon moment. Ça arrive à 3 semaines, un mois des phases finales du championnat, avant un match important de Coupe d'Europe, et je crois que voilà. Un match où il est sur la feuille de match aussi. Pardon ?
un match où il est aussi sur la feuille de match, c'est pas mal aussi, parce qu'il va avoir droit à une entrée. Voilà. Bien sûr, il va avoir droit à une entrée. Bon, voilà, le Stade Toulousain est quand même un club qui a toujours accordé aux joueurs qui ont marqué l'histoire l'hommage qu'ils méritaient. Donc je pense que particulièrement ce soir, le Stadium va déjà, avant les adieux officiels, lui rendre un bel hommage ce soir. Mais je crois que c'est le bon moment, parce que je pense en effet que sa décision a été prise il y a très peu de temps. Ouais, et d'ailleurs, au rang des 3/4, je suis pas sûr d'avoir François, toi pour le coup t'as plus de, je dis pas que t'es vieux, hein, mais t'as plus d'expérience rugby que moi, d'histoire rugby. Un joueur qui a plus de 360 matchs avec le Stade Toulousain derrière, il n'y en a pas eu beaucoup quand même. Hein. Ouais, après je suis pas très bon en stats, hein, tu l'as déjà remarqué ça, même si tu mets en avant mon expérience, les stats c'est pas mon truc. Non, ce qui est impressionnant, c'est la longévité et le talent, parce que quand Max Médard, Philippe est arrivé, c'était un talent absolument exceptionnel. Dès qu'il relançait, il se passait un truc dans le stade. Ouais, mais j'ai l'impression que même là, il a été très inspirant par son mental, parce que peut-être que ce qu'on ne connaît pas, c'est son mental de gagneur, et c'est ce qui semble ressortir quand même sur ces dernières saisons là. Ouais, ça a été un joueur très important du vestiaire toulousain, alors qu'on pouvait penser que c'était un joueur effacé, parce que c'est pas un grand communicant, et on n'a peut-être pas eu de l'extérieur la bonne image du compétiteur qu'il a été, parce que on ne fait pas des carrières comme ça par hasard, il faut quelque chose en plus. Honnêtement, c'était un joueur magnifique. Nous en jeune, moi quand je l'ai vu arriver, il jouait au centre, il était surclassé avec nous parce que j'étais un peu plus vieux que lui. On s'arrêtait pour le regarder jouer, quoi. C'était un magnifique joueur, et puis ensuite il a évolué à d'autres postes, mais ces dernières années particulièrement, ça a été un joueur très important du vestiaire toulousain, un guide, parce qu'il y a cette importance dans la culture toulousaine de guider les jeunes joueurs avec des joueurs qui ont fait leur histoire au club. On le voit pour ce qui est de l'entraînement, il y a aujourd'hui dans le staff que des joueurs qui ont porté le maillot du Stade Toulousain et qui ont fait leur vie quasiment. Jean Bouillou est arrivé en junior, Virgile Lacombe, je l'ai connu en cadet quand il arrivait de Nîmes, Laurent Thuéry est arrivé en cadet. Donc voilà, et ça se ressent, ça se retranscrit dans le staff et dans le vestiaire, et c'est pour ça que Maxime a été ces dernières saisons, je pense, un pilier de la stratégie d'Hugo Mola dans cette notion de filiation. Oui, la filiation également. Tu parlais, Philippe, de Laurent Thuéry. Voilà, il était cette semaine en conférence de presse. Là, encore une transition. Mais oui, mais tout ça, c'est travaillé, c'est les yeux fermés, bien sûr. Et Alexandre Priam, bien sûr. Ça devient indécent. Ah ben oui, mais c'est ça. Mais ça préfigure, je pense, un très très beau match de rugby sur Sud Radio. Laurent Thuéry, justement, on va l'écouter parce que pour lui, c'est un événement, mais c'est aussi essentiel pour la qualif. Écoutez-le, c'était l'un des entraîneurs du Stade Toulousain, Laurent Thuéry. On va prendre notre destin entre nos mains, puisqu'on est encore dans le top 6 aujourd'hui, donc on peut compter que sur nous pour s'en sortir et aller chercher une qualif. Donc on sait que on reçoit une très grosse équipe, peut-être l'équipe la meilleure du moment de ce top 14, donc voilà, ça passera par une victoire dans un stade à guichet fermé depuis une semaine maintenant. Donc à nous d'être à la hauteur de l'événement et d'offrir cette victoire au public, et qui sera essentielle au vu d'une qualification. Ouais, essentiel. Mathieu Dalzovo, on imagine que le Stade Toulousain là est en opération qualif, donc ça doit se sentir dès l'échauffement. Oui, même si ça se ressent pas forcément dès l'échauffement. Voilà, on est toujours très appliqué du côté du Stade Toulousain, mais c'est plutôt dans l'environnement, dans le nombre de personnes qui ont fait le déplacement très tôt au stade. J'insiste là-dessus parce qu'on connaît un petit peu le stadium, et c'est vrai qu'il y ait autant de monde aussitôt, c'était assez rare de voir ça, toute l'ambiance autour, et évidemment ça va rejaillir évidemment sur les joueurs qui sentent bien
cette pression, beaucoup de rouge et de noir dans les tribunes ici, et du côté de l'échauffement, mais on est très appliqué évidemment pour bien rentrer dans cette rencontre, parce que François, quand même, on va en parler aussi des Rochelais. C'est une équipe rochelaise qui est en pleine confiance, qui vient ici Ernest Vallon au Stadium, avec beaucoup d'ambition. Une belle série de victoires aussi consécutives pour des Rochelais qui ont pu se rassurer, surtout avec leur triple confrontation, donc top 14 et puis la double confrontation européenne face aux voisins de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc c'est vraiment une équipe très solide de La Rochelle qui vient ici défier le Stade Toulousain, la bête noire finalement du Stade Rochelais au vu de la saison dernière. Mais du côté des Rochelais, on veut évidemment effacer tout ce qui s'est passé l'année dernière, et peut-être même au match aller, parce que rappelons quand même que le Stade Toulousain l'avait emporté à De Flandre, et il y a quand même peu d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir gagné à De Flandre ces dernières années. Donc le Stade Toulousain l'a fait. Petit avantage peut-être psychologique pour les Toulousains avec ces avantages, ces victoires remportées sur ces dernières confrontations. Ouais, et puisque vous parlez de cette confrontation, de cette rivalité, je me tourne vers Alexandre Priam quand même, parce que c'est devenu un peu le nouveau classique là, ces dernières saisons, Toulouse-La Rochelle. Oui, bah effectivement, 5 défaites consécutives quand même pour La Rochelle face au Stade Toulousain. C'est un classique qui sourit aux Garonnais. 2 titres perdus, faut bien le signaler, la Coupe d'Europe et le championnat de la saison dernière. C'est vrai que ces deux clubs ont pris l'habitude de s'affronter pour des très grands rendez-vous. Aujourd'hui, c'est pour une place dans le top 6, donc c'est quand même un peu différent, mais c'est presque tout aussi important. On pourrait retrouver ces deux clubs en finale du championnat de France ou de la Coupe d'Europe, mais déjà c'est pour aller avoir une place dans le top 6. Alors oui, c'est devenu une sorte de classique, c'est vrai, mais qui a systématiquement souri aux Toulousains. C'est pour ça que d'ailleurs du côté de La Rochelle, l'idée du classique arrange pas trop les supporters, François, pour être tout à fait honnête, mais c'est vrai que les Toulousains ont fait de La Rochelle une belle victime, comme l'avait été Clermont il y a quelques années aussi. Ce Stade Toulousain apprécie beaucoup dominer des adversaires. Ouais, Philippe Spanghero, est-ce que vous pensez justement que c'est devenu, comme il y a eu il y a quelques années, il y a toujours eu des rivalités, il y a eu le Stade Français il y a 20 ans, enfin le Stade Français Toulouse, etc. Est-ce que c'est le nouveau classique, ce La Rochelle-Toulouse? C'est pas vraiment encore un classique, mais l'histoire récente amène quand même une saveur particulière à ces confrontations. Il y a quelques mois, ces deux équipes se sont retrouvées en finale de la Champions Cup, en finale du championnat. On a eu une grande finale de Coupe d'Europe, un match un peu moins abouti en finale du championnat avec des conditions climatiques particulières. Mais Toulouse est revenu battre le Stade Rochelais sur ses terres dès la reprise du championnat cette année. Donc forcément, il y a une rivalité particulière parce que les équipes qui commencent à s'installer dans le haut du tableau face au Stade Toulousain, ça crée toujours une rivalité particulière. Donc c'est vrai que c'est une affiche qui donne envie et le public toulousain ne s'y est pas trompé parce que il y a quelques semaines, on savait déjà qu'il était important sur le plan comptable, mais il a été rempli quand même rapidement pour un match de championnat. Ce stadium de Toulouse, il y aura plus de 35 000 personnes ce soir et avec une ambiance digne d'un grand match de phase finale. Oui, on le sent vraiment, ça c'est vrai, messieurs, qu'on sent qu'il y a une ambiance particulière autour de cette rencontre. C'est quand même la première fois, je souligne aussi, que les Rochelais vont venir jouer au stadium. Ouais, et puis il y a quand même cette rivalité qui se traduit aussi par les copains de l'équipe de France. Aldrit, Gelon, Dupont, ce soir ils sont adversaires, Alexandre. Oui, ils sont effectivement adversaires parce que Dupont, Gelon seront sur la feuille de match, tout comme Greg Aldrit qui était mis en repos la semaine dernière face à Perpignan. Retour aussi sur le terrain du côté des internationaux, du côté de La Rochelle. Antonio revient aussi sur la feuille de match. Du côté de La Rochelle, même pour aller un peu plus loin, moi je reviens sur ce que tu disais, Mathieu, tu parlais de la triple confrontation, mais globalement il s'est passé quelque chose quand même dans cette équipe de La Rochelle. Ronan O'Gara en parlait cette semaine. Il parlait même d'une prise de pouvoir des joueurs, un changement total d'état d'esprit, et c'est quand même assez intéressant parce que Ronan O'Gara il a construit un cadre et maintenant il y touche très peu et il laisse les joueurs prendre les choses en main. On l'écoute. Le joueur a pris contrôle de choses. C'est la première fois depuis que je suis ici. C'est très intéressant. Pour moi, ça c'est un vrai groupe
C'est-à-dire que si je dis quelque chose, ils étaient OK, d'accord avec ça, mais dans un mode un peu mouton. Mais maintenant, il y a des vraies personnalités qui sortent et des vrais caractères et des hommes authentiques. Et ça, c'est la première valeur en cherche. Je vois des leaders et des joueurs prendre contrôle de leur groupe. Et ça, c'est super pour un staff. Voilà le test de caractère ce soir pour le Stade Rochelais face à sa bête noire, le Stade Toulousain. On va revenir dans un instant, très vite au Stadium sur Sud Radio. Ne bougez pas.